Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire de cybercriminalité et oui, je trouvais que ça faisait longtemps et j'avais vraiment envie de vous parler de cette histoire qui est le logiciel SpyEye, donc un logiciel malveillant, une sorte de virus en fait. C'est une histoire qui ressemble pas mal, je trouve, à l'histoire de Slavic, qui est le hacker le plus recherché au monde actuellement. Je vous en reparlerai un petit peu plus pendant la vidéo. Je pense vraiment que ça va vous intéresser et puis ça va aussi certainement vous donner envie de protéger un peu plus vos données sur internet. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Aujourd'hui on va donc parler de cybercriminalité, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je vous affiche juste ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Donc pour commencer je vais vous définir ce qu'est la cybercriminalité. Il s'agit en fait de toute forme d'activité criminelle qui utilise les technologies, principalement internet, pour soit voler de l'argent ou des informations, etc. Soit vendre ou acheter des choses illégales, ou encore planifier, préparer un crime. Bien sûr c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, notamment avec l'utilisation des clouds qui se répand de plus en plus à travers le monde et en fait les hackers vont chercher à pénétrer dans ces clouds pour voler ce qu'il y a dedans et les victimes de cybercriminalité peuvent soit être des particuliers comme vous et moi, soit des grosses entreprises, voire même des gouvernements. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut que je vous explique un petit peu les différentes couches qui constituent Internet. Je pense que vous avez tous déjà dû voir cette image avec l'iceberg, la petite partie qui est émergée et puis l'énorme partie totalement vertigineuse qui se situe sous l'eau. Internet c'est vraiment totalement la même chose. On a d'abord tout ce qui s'appelle le web visible, donc la petite partie émergée de l'iceberg. Ça c'est vraiment l'internet qu'on connaît, c'est celui qu'on utilise quotidiennement. C'est en fait tous les sites qui sont répertoriés par des moteurs de recherche, donc auxquels vous accédez par des moteurs de recherche et accessibles finalement à absolument tout le monde. Et puis en dessous, on a le deep web, c'est-à-dire le web caché, qui est vraiment une énorme partie de l'internet finalement, de toutes les données qui sont échangées partout dans le monde et qui ne sont en fait pas accessibles comme l'autre, comme le web visible. Donc c'est tous les contenus qui sont pas référencés par des moteurs de recherche auxquels vous ne pouvez pas accéder de manière classique, et puis aussi toutes les parties d'internet qui sont protégées par des mots de passe, etc. Donc ça peut être nos messageries, mais ça peut aussi être des réseaux intranet. Enfin, il y a tout un tas de choses en fait qui ne sont pas accessibles directement. Et c'est dans ce fameux deep web là qu'on va trouver une partie encore plus souterraine qui s'appelle le dark web. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement clandestin, j'ai envie de dire. C'est un réseau internet clandestin avec des sites qui sont cryptés auxquels on ne peut pas accéder n'importe comment. D'ailleurs pour aller sur le dark web c'est un petit peu compliqué, il va falloir que vous ayez bien un VPN, des proxys, tout un tas de choses pour protéger votre adresse IP et vous n'allez pas pouvoir rentrer sur des sites exactement de la même manière qu'on le fait avec Google. Vous allez avoir un moteur de recherche qui est particulier pour le dark web et qui va vous permettre d'entrer là-dedans, donc c'est comme une sorte de portail ou de petite porte un petit peu cachée et c'est vraiment une partie d'internet sur laquelle toutes les choses illégales se déroulent puisque du coup c'est caché des yeux du monde et puis toutes les personnes sont vraiment très anonymes là-dessus, en tout cas beaucoup plus que nous quand on est tout simplement connecté par exemple à notre compte Google ou quelque chose comme ça. Et on va retrouver
donc toutes les choses illégales là-dessus. Donc vous allez avoir notamment de la prostitution, du commerce de choses illégales, que ce soit des drogues, des armes, etc. Tout un tas de services aussi à la personne qui sont particulièrement glauques, j'ai envie de dire. Par exemple, on peut trouver des tueurs à gages sur le dark web. Et puis l'une des plus grosses parties je pense du dark web, c'est tout ce qui touche à la pornographie déviante, notamment tout ce qui est pédophilie par exemple, qui constitue une grosse partie des données qui se trouvent sur le dark web. Et puis il y a aussi des choses encore plus horribles apparemment. Il y a des ce qu'on appelle des snuff movies, donc des véritables vidéos de personnes se faisant tuer. Il y a tout un tas de choses justement avec un attrait pour la mort. Et puis il y a une fameuse histoire de Red Room dont moi je suis pas du tout spécialiste, donc je pourrais pas forcément vous expliquer, mais apparemment ce sont des endroits où vous pouvez plus ou moins payer pour voir des gens se faire tuer. Je sais pas exactement ce qu'il en est. Je sais qu'aujourd'hui même il y a un épisode de Distorsion qui est sorti sur le sujet, je l'ai pas encore écouté, mais du coup je vais vous le mettre en barre d'informations si jamais vous avez envie d'en savoir plus là-dessus. Et sinon il y a la youtubeuse Liv qui en a déjà parlé plusieurs fois aussi, qui a fait plusieurs vidéos là-dessus, donc pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos et comme ça vous pourrez vraiment en connaître plus si jamais vous êtes intéressé par les Red Rooms. Et donc c'est sur ce fameux dark web qu'on peut acheter ce qu'on appelle les malwares, qui sont des logiciels malveillants. C'est ce qu'on appelle nous généralement des virus, comme le fameux logiciel SpyEye dont je vais vous parler, ou encore comme Zeus qui est aussi, je pense que c'est le cheval de Troie le plus connu d'internet. Enfin voilà, ce sont ce genre de logiciels là. SpyEye, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un logiciel espion comme son nom l'indique, de type cheval de Troie, donc qui va entrer dans un ordinateur de force et qui permet principalement de récolter des données bancaires qui vont être entrées dans les ordinateurs qui sont préalablement infectés. Donc comment ça fonctionne? En gros ça va enregistrer les identifiants et les codes que vous tapez quand vous vous connectez soit sur le site de votre banque ou quand vous voulez faire des achats en ligne, etc. Et ça les récupère avant même que l'ordinateur et que tous les logiciels de protection aient pu crypter ces données-là. Avec ces informations, les hackers peuvent donc vider les comptes en banque de leurs victimes qui se retrouvent complètement ruinées. SpyEye a été lancé en 2009 et il a été effectif principalement pendant à peu près 3 ans. Il a infecté 1,4 million d'ordinateurs un petit peu partout dans le monde. Les pays qui ont été les plus touchés, il y a eu les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, le Canada et l'Inde. Le créateur de SpyEye est un jeune russe qui s'appelle Alexandre Andreevitch Panin, qui vivait et travaillait dans son appartement à Moscou. Dans la vie réelle, IRL comme on dit, c'est un jeune homme qui est tout à fait respectable, qui est poli et sérieux, mais par contre, une fois qu'il est sur internet, il prend l'identité, le pseudo de Gribo Demon ou encore Harderman, et il est un énorme hacker. Panin aurait reçu le code source et le droit de vendre Zeus, qui est le logiciel malware, je pense, le plus répandu, enfin le plus connu en tout cas, le plus gros au monde, directement de la part de son créateur qui s'appelait Evgeny Bogatchev, qui est plus connu sous le surnom de Slavik, qui est le hacker le plus recherché à l'heure actuelle au monde. Et c'est à partir de cette base-là que Panin aurait réussi à créer le fameux logiciel SpyEye. Juste pour vous resituer un petit peu, Slavik c'est vraiment une figure très très importante dans le monde d'internet et notamment dans tout cet univers de hackers. C'est actuellement le hacker le plus recherché par le FBI au monde. Alors recherché c'est un bien grand mot parce qu'en fait le FBI sait très bien où il est, il vit actuellement en Russie, il est d'origine russe d'ailleurs, et comme il n'y a pas d'accord d'extradition avec le pays, bah en fait il mène une vie de luxe en Russie alors qu'il est extrêmement recherché. Si jamais il met le pied dehors, je pense qu'il se fera arrêter, donc à mon avis il ne sortira pas de la Russie de sitôt. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur la vie de Slavik, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode que Distorsion lui a consacré, je vous le mets en barre d'infos bien évidemment.
Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir, il y a pas mal de ressemblances entre l'histoire de Alexander Panin et puis celle de Slavic, hein. Il y a vraiment pas mal de similitudes. Déjà, il faut savoir que Panin a été décrit par le FBI comme l'un des plus importants développeurs de logiciels malveillants au monde. Et quand on est à peu près en 2010, au moment où le FBI va vraiment commencer à le traquer, il est l'un des hackers les plus recherchés au monde. Il fait partie de la liste des 10 Most Wanted, vous savez. Et sa mise à prix est de 3 millions de dollars. Gribodemon vendait la version de base de SpyEye sur le dark web pour la somme d'à peu près 1000 dollars et il vendait également des versions un petit peu plus développées, élaborées. En gros, c'était des versions personnalisées en fonction de la demande des clients et ça pouvait valoir jusqu'à 8000 dollars. Et le FBI, qui était vraiment très désireux de retrouver et d'arrêter Gribodemon, va mener une enquête pendant près de 3 ans. Ils vont également faire appel à l'aide de plusieurs entreprises, des grosses entreprises comme Microsoft par exemple, ou encore la société japonaise de sécurité informatique Trend Micro. Plusieurs agents infiltrent le dark web afin d'acheter le logiciel SpyEye et de l'utiliser sur des ordinateurs tests qu'ils vont infecter afin d'essayer de retrouver des informations dans le code de ce logiciel-là. C'est ainsi qu'ils vont remonter la trace d'abord d'un serveur au Belize, puis ensuite d'un autre serveur à Atlanta. Et grâce à ça, ils vont réussir à voir émerger l'importante implication d'un certain BX1 dans toute la création de ce logiciel. Et ils vont réussir à récolter un certain nombre d'informations sur ce BX1. En gros, les enquêteurs comprennent que Gribodemon, c'est plutôt celui qui a créé SpyEye et BX1, c'est celui qui est un peu son complice et qui continue de le développer en lui rajoutant des plugins progressivement. Derrière le pseudo BX1 se cachait un informaticien algérien du nom de Hamza Bendeladj. Et lui et Gribodemon, ils formaient un espèce de duo qui était presque connu sur internet comme des espèces de Robin des Bois du net, puisqu'il y avait pas mal de rumeurs sur eux et on disait notamment que Gribodemon, il utilisait tout l'argent qu'il faisait, tout le profit qu'il faisait en vendant SpyEye afin de le réinjecter dans la recherche informatique et que BX1, lui de son côté, il faisait des dons très généreux à des œuvres caritatives pour la Palestine. BX1 est même assez connu pour être allé jusqu'à hacker le site officiel du gouvernement israélien. Donc on a vraiment une traque de la part du FBI qui est très désireux d'attraper ces deux personnes-là. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils vont recevoir l'aide de, comme je l'ai dit, de grosses sociétés, mais également d'autres hackers qui, eux, cherchent un petit peu à faire le bien, on va dire, et qui vont les aider pour craquer le logiciel SpyEye afin de pouvoir le décomposer, regarder à l'intérieur comment il est fabriqué pour essayer de remonter la trace de ses créateurs. En novembre 2010, la team RAID pour Reverse Engineer Dream a publié une version craquée de SpyEye avec un mot d'accompagnement qui disait « Désormais, le code n'est plus protégé. J'espère que cette version vous apprendra quelque chose sur la manière dont ça fonctionne. Cette release est dédiée à tous les experts du reverse engineering et aux éditeurs d'antivirus, à toutes les personnes qui font de leur mieux contre les malwares. » Grâce à ce petit coup de pouce, la société Trend Micro va réussir à recréer toute l'architecture du logiciel SpyEye et à partir des codes informatiques, elle va réussir à repérer des adresses IP. C'était un petit peu plus dur avec Gribodemon qu'avec les autres pour réussir à retrouver son identité parce qu'il était vraiment très prudent, il la cachait très bien sur internet, mais finalement il a fini par tomber dans un piège qui lui avait été tendu en vendant une version de son logiciel SpyEye à un agent du FBI qui s'était infiltré sur le dark web. On arrive en juin 2011 et la traque a vraiment porté ses fruits puisque maintenant toutes les informations qui sont vraiment nécessaires à l'arrestation de ces deux personnes sont réunies. Le FBI connaît l'identité de Gribodemon et de BX1 ainsi que leur adresse et tout ça, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas les arrêter parce que Gribodemon vivait lui aussi en Russie, donc comme pour Slavic il n'y a pas d'accord d'extradition avec la Russie, donc ils ne pouvaient pas aller le chercher et je pense que ça devait être pareil du coup pour BX1. Pendant ce temps, le virus lui continue de se propager et d'infecter d'autres ordinateurs tout en rapportant de l'argent à ses créateurs. Il faut attendre à peu près 1 an et demi, on arrive en janvier 2013 pour la première victoire du FBI lorsqu'ils interpellent Hamza Bendeladj alors qu'il partait en vacances pour la Thaïlande.
Il va alors être surnommé le hacker souriant parce qu'il s'est laissé arrêter sans opposition et il est resté vraiment très souriant à chaque fois qu'on l'a présenté aux médias par exemple, alors qu'il était menotté. C'était vraiment une image assez particulière. Environ 6 mois plus tard, Alexandre Panin va commettre l'imprudence de partir en vacances en République dominicaine et il n'en faut pas plus pour qu'il soit très vite interpellé par le FBI qui arrive à lui mettre la main dessus directement à l'aéroport. Voilà, il est interpellé, il est jugé et il va être condamné à 9 ans et demi de prison. BX1, lui de son côté, a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Selon un rapport du département de la justice des États-Unis, le logiciel SpyEye a volé environ 1 milliard de dollars, principalement entre 2010 et 2012. Et encore aujourd'hui, certaines versions du logiciel sont toujours disponibles sur le dark web. Voilà pour cette histoire, bon il n'y avait pas énormément de détails, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve ça quand même très intéressant. On parle généralement beaucoup des tueurs en série, des choses comme ça quand on parle de criminalité, mais finalement la cybercriminalité c'est quelque chose de très actuel dont on parle peut-être pas autant que les autres, alors que pourtant c'est vraiment je pense un réel problème de notre époque. Et puis quand j'ai tout le temps plein de personnes qui me disent qu'elles ont envie de travailler dans la criminologie, bah voilà, sachez que la criminologie, on peut en faire dans plein de branches différentes et si vous travaillez en informatique, en codage et tout ça, bah vous pouvez également être amené à mener ce genre d'enquête-là et je trouvais que c'était vraiment super intéressant la traque qu'il y a eu, du coup complètement dématérialisée, c'est que sur des codes, des choses comme ça et finalement on arrive quand même à trouver des indices et à remonter la piste pour trouver les hackers et je trouve ça vraiment juste complètement fascinant. Et puis sinon, moralité de tout ça, j'ai envie de vous dire, faites vraiment attention à vos informations sur internet, sur les clouds et tout ça, et puis sécurisez au maximum tout ce que vous faites, et en plus de ça, ne cliquez pas sur n'importe quoi, ne téléchargez pas n'importe quoi sur internet, parce que c'est vraiment exactement comme ça qu'on finit par choper des virus, et une fois qu'on l'a, je pense que c'est trop tard parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc une fois qu'on a cliqué sur le truc, ça s'installe tout seul, c'est complètement invisible, on se rend pas du tout compte qu'on a ce truc là et le jour où on ouvre son compte en banque et on voit que tout est retombé à zéro parce qu'on s'est tout fait voler, et il nous reste plus que les yeux pour pleurer et on a souvent un peu moins tendance à se rendre compte qu'on peut se faire voler, on peut se faire dévaliser des choses qui sont immatériel. C'est clair que quand on a un portefeuille dans la poche avec de l'argent liquide, on y fait attention, mais bizarrement on fait beaucoup moins attention peut-être à les sites sur lesquels on met nos coordonnées bancaires, etc. Et il y a plein d'arnaques, il y a vraiment plein de trucs assez dangereux. Et puis l'autre petite moralité de cette histoire, c'est qu'il n'y a vraiment jamais de vacances pour les criminels. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3.